Merci beaucoup. Effectivement, j'ai accepté d'intervertir mon exposé et celui du député Louis Michel. Ça a impliqué de devoir travailler un peu dans l'urgence. Ça a également impliqué de devoir quelque peu modifier l'angle de présentation de mon exposé, parce qu'une chose est d'arriver en 5e position à un moment où les différents intervenants précédents ont déjà eu l'occasion de vous parler des différentes institutions et de remettre l'ensemble de ces cases ensemble dans un puzzle cohérent. Autre chose est finalement de faire l'exposé introductif de cette session, mais finalement, c'est quelque chose qui présente également, je crois, beaucoup d'intérêt. Et donc, voilà, j'ai essayé de relever le mieux que je pouvais ce défi. 2014 est incontestablement une année charnière, parce que 2014, c'est 5 ans après l'entrée en vigueur du dernier traité de révision des traités sur lesquels fonctionne l'Union européenne, et 5 ans après l'entrée en vigueur de ce traité, la portée des changements institutionnels, il faut dire assez majeurs qu'il introduit, apparaît véritablement tout à fait évidente. Mais, comme je le dis, c'est un exposé introductif et donc il est, je crois, indispensable, avant de voir cet équilibre institutionnel et les évolutions de cet équilibre institutionnel, de commencer par une brève présentation des acteurs. Selon l'article 13 du traité sur l'Union européenne, le cadre institutionnel de l'Union européenne comprend 7 institutions. Les voilà toutes. Ah, voilà, j'ai voulu aller un peu trop vite. Voilà. Et il y en a une qui ment. Non, elles sont toutes là. Je ne sais même plus lire. C'est l'embouteillage qui doit me perturber. Il y a donc 7 institutions. Parmi ces 7 institutions, seules les 4 premières nous intéresseront dans cet exposé, parce que c'est elles qui participent véritablement à ce nouvel équilibre institutionnel. La Cour de justice est une institution de contrôle tout à fait fondamentale qui a comme mission d'ailleurs d'assurer cet équilibre institutionnel. La Banque centrale européenne, qui a été reconnue par le traité de Lisbonne comme étant une institution à part entière, a un rôle essentiel dans le cadre de l'Union économique et monétaire, et je crois d'ailleurs que Mme Rodriguez aura l'occasion, quant à elle, de vous parler du rôle tout à fait essentiel qu'a pris la Banque centrale européenne dans le cadre de la crise actuelle. Enfin, la Cour des comptes, il y a pas mal d'interrogations dans la doctrine sur la raison pour laquelle la Cour des comptes se retrouve dans cette cour des grandes institutions, étant donné que, sans vouloir la dénigrer, elle a quand même un rôle sans doute un petit peu moins important. La raison politique de son inscription parmi les institutions, c'est de lui donner la légitimité suffisante pour pouvoir exercer son contrôle financier. Alors, la description que je vais vous faire des institutions est volontairement ici extrêmement schématique, mais c'est pour que chacun sache très bien qui est qui. Je suppose que la plupart d'entre vous le savez très bien, mais je dois dire que venant de terminer la correction de mes examens d'étudiants en 3e bachelier qui suivent le cours de droit des institutions européennes, je constate que même après avoir suivi tout un cours, même après avoir étudié, il y a certaines confusions qui se maintiennent et donc mieux vaut replanter quand même le décor très brièvement. L'ordre que j'ai suivi est l'ordre qui est suivi par le traité lui-même. Et il y a eu beaucoup de débats sur la question de savoir s'il fallait commencer par le Conseil européen ou s'il fallait commencer par le Parlement européen dans l'énumération des institutions, à partir du moment où, comme je le dirai dans un instant, le Conseil européen se voyait accéder à ce rang d'institution.
Néanmoins, les auteurs du traité ont choisi de conserver la première place au niveau des institutions au Parlement européen. C'est certainement pas neutre, c'est parce que le Parlement européen est le véritable pôle de légitimité démocratique de l'Union européenne. Il est actuellement présidé par M. Schulz, et d'ailleurs, mais M. Louis Michel aura sûrement l'occasion de vous parler de cette situation tout à fait inédite que nous rencontrons après les élections de mai 2014, qui est qu'un président du Parlement européen se succède à lui-même. C'est une chose tout à fait inédite. Jusqu'ici, les présidents des parlements européens, il y avait des rotations entre les groupes politiques et entre les pays, et donc c'est tout à fait exceptionnel qu'un président du Parlement européen se succède à lui-même de surcroît après des nouvelles élections. Mais ça, je pourrais vous en dire très brièvement un mot quand je parlerai un peu du nouvel équilibre institutionnel. Le Parlement européen, depuis ces dernières élections de mai 2014, comprend 751 membres. Enfin, si vous lisez le traité, vous verrez 750 plus le président, mais de facto, c'est 751 membres. Ces membres sont donc élus au suffrage universel tous les 5 ans, mais la particularité, et une critique qui est d'ailleurs régulièrement adressée au Parlement européen, est que l'élection continue encore et toujours à se faire sur une base strictement nationale. Il y a un certain nombre de députés par État membre, la représentation des citoyens étant assurée, pudiquement le traité utilise l'expression, de façon dégressivement proportionnelle, avec un minimum de 6 députés pour les plus petits États et de 96 députés pour l'Allemagne, ce qui donne cette répartition des sièges-ci. Je ne vais pas l'énumérer, vous aurez tous, ma présentation sera mise en ligne et donc vous pourrez avoir tous les éléments de cette présentation. Mais il faut savoir que c'est très dégressivement proportionnel puisqu'il y a un député, grosso modo, pour 800 000 citoyens allemands, alors qu'il y a un député pour 80 000 luxembourgeois, chypriotes ou estoniens. Donc la dégressivité est très grande et c'est d'ailleurs un des débats sur la légitimité de l'Union européenne qui a été soulevé par la Cour constitutionnelle allemande. Le Parlement européen, élu dans de telles conditions, est-il vraiment ce pôle de légitimité démocratique avec cette différence de représentation entre les différents citoyens de l'Union? Je me limiterai à cette présentation-ci du Parlement européen parce que, évidemment, ce qu'il y a de plus important à dire pour le Parlement européen, ce sont ses fonctions, mais les fonctions du Parlement européen sont partie prenante de cet équilibre institutionnel dont je parlerai un peu plus tard. La deuxième institution est le Conseil européen. Le Conseil européen a maintenant un peu plus de 40 ans, puisqu'il est né au sommet de Paris de décembre de 1974, et sa création se situe précisément dans un moment essentiel de modification de l'équilibre institutionnel de l'Union européenne, dont je vous parlerai dans un instant. Pendant 40 ans presque, il a existé sans que son statut ne soit très très clair. Plus encore, pendant plus de 20 ans, jusqu'à la première grande réforme des traités, il a existé sans la moindre consécration institutionnelle, constitutionnelle dans les traités. Le traité de Lisbonne l'élève officiellement au rang d'institution et on verra plus tard que ça correspond à une montée en puissance ou que c'est la reconnaissance de la montée en puissance du Conseil européen. Il est composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres. Alors pendant longtemps, seule la France envoyait son président. Maintenant, notamment parmi ceux que 10 ans plus tard, on continue toujours à appeler nouveaux États membres, je trouve que cette expression commence à avoir un certain caractère péjoratif pour des États qui sont entrés en 2004 et qui continuent toujours à être les petits nouveaux plus de 10 ans après leur arrivée, mais c'est une expression dont on n'arrive pas à se départir.
Eh bien, dans ces États arrivés après 2004, un certain nombre envoient également leur président, ou alors, parfois c'est le président, parfois c'est le Premier ministre, ça dépend des équilibres internes de ces pays. Il y a le président du Conseil européen, je vous dirai très brièvement un mot, parce que là je vais aller particulièrement vite, puisque, comme vous l'a annoncé M. de Schuttet, il y aura un exposé, et vraiment M. de Schuttet qui a consacré toute une étude, enfin plusieurs études, à plusieurs moments différents de l'histoire du Conseil européen sur ce Conseil européen, vous en dira bien plus que moi, mais je crois que c'est quand même important de rappeler que ce Conseil européen est composé des chefs d'État et de gouvernement et ne doit pas se confondre avec le Conseil de l'Union européenne. Erreur que j'ai encore vue dans des examens cette année, erreur qui est très souvent faite par la presse quand elle relate les questions européennes. Il a donc les chefs d'État et de gouvernement, il a un président permanent dont je vais parler très rapidement, et il participe également le président de la Commission européenne. Il faut également mentionner que le nouveau personnage, enfin la nouvelle personnage, puisque pour la deuxième fois consécutive, c'est une femme qui occupe cette fonction, participe aux travaux du Conseil européen sans être membre du Conseil européen. Le président du Conseil européen, style télégraphique vraiment, parce que c'est un des points sur lesquels portera tout particulièrement l'exposé de M. de Schuttet, mais quand même, parce que ça participe à la montée en puissance du Conseil européen, il faut rappeler qu'une des grandes innovations du traité de Lisbonne est précisément cette création d'un poste de président permanent du Conseil européen. Monsieur Van Rompuy, qui a exercé ce poste pour la première fois, a dit dans plusieurs discours, est-ce que vraiment 2 ans et demi renouvelables méritent ce titre de permanent? Mais par rapport à la présidente tournante, tous les 6 mois, ça a une beaucoup plus grande permanence. Ça a modifié le travail du Conseil européen, ça a renforcé la place du Conseil européen dans le paysage institutionnel, mais ça, c'est précisément une des choses que M. de Schuttet pourra vous expliquer beaucoup plus en détail. Le 1er décembre dernier, Donald Tusk, jusque-là Premier ministre de Pologne, a succédé à Herman Van Rompuy. Et d'ailleurs, c'est l'occasion de signaler que c'est la première fois qu'un membre du personnel politique d'un de ces faux nouveaux États membres accède à une fonction importante au sein de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'était quelque chose qui était attendu et qui, je crois, était une évolution tout à fait importante et incontournable. Après le Conseil européen, un très bref mot de celui avec lequel il est souvent confondu, qui est le Conseil de l'Union, à ne pas confondre non plus avec le Conseil de l'Europe, qui est une organisation qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, enfin qui a des liens avec l'Union européenne et qui parfois, qui a certains objectifs qu'ils peuvent partager, mais qui est une organisation complètement indépendante, qui n'est totalement différente de l'Union européenne, le Conseil de l'Union européenne, qui existe depuis l'origine, comme d'ailleurs le Parlement européen, même si au départ il s'appelait simplement Assemblée, lui, c'était en tout cas au départ le principal lieu de représentation des États membres, mais on peut dire maintenant que cette fonction de représentation des États membres, il le partage avec le Conseil européen. La particularité du Conseil de l'Union, c'est que, à la différence de la Commission, à la différence du Conseil européen, à la différence même du Parlement européen, on dit le Conseil de l'Union européenne, mais en réalité, c'est une institution qui n'a pas de composition stable ou fixe. En réalité, le Conseil siège en différentes formations en fonction de l'ordre du jour de ses travaux. Je vous indiquerai très brièvement les différentes formations, mais il faut savoir que certaines de ces formations ne se réunissent qu'à titre tout à fait épisodique tous les 6 mois, voire 9 mois.
et d'autres se réunissent sur un rythme mensuel et même parfois, avec la crise, par exemple, les conseils ECOFIN, il lui est arrivé de se réunir jusqu'à 2 fois par mois. Quelles sont ces différentes formations? Je les énumère ici assez rapidement. Elles vont un peu dans toutes les directions, comme vous pourrez voir. Madame Rodriguez vous parlera certainement beaucoup plus en détail de la formation des affaires économiques et financières et de l'organe informel qui a été mis en place pour réunir les ministres des Affaires économiques de la zone euro, qu'on appelle l'Eurogroupe, qui est donc un organe qui a des liaisons assez étroites avec la formation affaires économiques et financières, mais qui ne réunit que les États membres de la zone euro. Très brièvement, le Conseil des affaires générales est censé assurer la coordination des différentes formations du Conseil et la préparation des réunions du Conseil européen, mais j'aurai l'occasion dans un instant de vous dire qu'il y a une certaine perte de vitesse du Conseil des ministres, du Conseil de l'Union européenne, et une des formations du Conseil des ministres qui subit le plus ce recul en puissance, c'est le Conseil des affaires étrangères. Un des principaux signes de cette perte de vitesse du Conseil Affaires générales, du Conseil des affaires générales, c'est que les ministres des affaires étrangères ont tendance de plus en plus à déserter cette formation du Conseil pour se concentrer uniquement sur le Conseil des affaires étrangères, qui s'occupe donc à la fois de la politique étrangère, mais aussi de la coopération au développement ou de la politique commerciale. Ils laissent finalement des secrétaires d'État s'occuper de la coordination des affaires générales, ce qui montre que ça n'a plus la même importance que par le passé. Le Conseil des ministres reste toujours présidé par une présidence tournante, à l'exception du Conseil des affaires étrangères qui est présidé par la haute représentante. L'innovation introduite par le traité de Lisbonne est la création d'un trio de présidences qui devait assurer une plus grande continuité dans les présidences sur une période de 18 mois, mais force est de constater que ces trios n'ont pas donné les résultats espérés. En définitive, il n'y a quasiment que le trio qui avait été constitué par l'Espagne, la Belgique et la Hongrie qui véritablement a travaillé sur un programme commun effectif. On constate quand même que la plupart des trios, eh bien, c'est une succession avec un petit peu de coordination entre 3 présidences qui établissent chacune, pour ce qui la concerne, ses priorités. On avait également évoqué la possibilité que les 3 pays se partageant la présidence puissent rester 18 mois à la présidence de certaines formations et se partagent ainsi le travail, mais c'est quelque chose qui n'a jamais été au-delà de projets relativement peu élaborés. Jusqu'à présent, on en reste tout à fait classiquement à une présidence de 6 mois et une tentative de coordination entre les 3 présidences pour une période de 18 mois. Jusque 2018, ça, non? Ça ne doit pas disparaître? Non, ça restera. Non, ça, ils ont établi les rotations jusqu'en 2028. Donc, on a fait vraiment on a pris tous les États membres après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, et puis on y a ajouté maintenant la Croatie. Donc, ce système va perdurer. Maintenant, il appartient évidemment à chaque trio de présidence de donner un contenu vraiment très, très concret par une très étroite collaboration entre eux, ou au contraire de dire on fait chacun notre propre présidence dans notre coin et on ne discute pas beaucoup avec les autres. Je vous parlerai
un peu plus tard de la réforme du vote du Conseil, des votes à la majorité qualifiée au Conseil, qui vient d'entrer en vigueur, mais il faut savoir que le Conseil... Enfin, il faut peut-être dire que, j'aurais pu le préciser pour le Conseil européen, que le Conseil européen, en principe, ne vote pas. En principe, le Conseil européen statue par consensus sans voter. Il y a des cas maintenant où il vote, et on en verra un exemple un peu plus tard. En ce qui concerne le Conseil des ministres, il y a 3 modalités différentes de vote. Le traité de Lisbonne fait de la majorité qualifiée la règle générale. Il a modifié le calcul de la majorité qualifiée, mais comme je viens de le dire, ce n'est devenu effectif que depuis le 1er novembre dernier. Donc je vous en parlerai dans les évolutions récentes. L'unanimité garde encore une place très importante. Hélas, pourrait-on dire, on parle beaucoup maintenant des problèmes de fiscalité et du manque d'harmonisation des systèmes fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne, mais ce n'est pas étonnant, puisque ça reste une de ces matières considérées comme hypersensibles par les États dans lesquels ils n'entendent pas abandonner l'unanimité, et donc on constate qu'il est pratiquement impossible d'avancer dans l'harmonisation en ce domaine-là. Et puis il faut aussi savoir, même si c'est tout à fait anecdotique, que parfois le Conseil des ministres peut voter à la simple majorité de ses membres, mais c'est devenu une modalité de vote tout à fait périphérique, tout simplement parce que dans une Union européenne à 28, avec des États qui ont des réalités démographiques, économiques aussi différentes que l'Allemagne d'un côté et Chypre ou Malte de l'autre, une simple majorité de 15 États sur les 28 n'a pas de garantie d'une quelconque représentativité. Donc ça s'explique que ce soit, par exemple, quand il s'agit de régler la procédure, où là, tout le monde est considéré comme étant tout à fait égal et on décide à la simple majorité des membres. Dernière institution fondamentale, la Commission européenne. La Commission européenne est, face au Parlement, en fait, on peut dire qu'il y a 3 légitimités essentielles au sein de l'Union européenne, 4 si vous ajoutez la légitimité par le droit de la Cour de justice, la légitimité démocratique représentée par le Parlement européen, la légitimité des États représentée par le Conseil européen et le Conseil de l'Union, et puis la légitimité de l'intérêt commun, la légitimité de l'intérêt général, qui est représentée par la Commission européenne. La Commission européenne a un mandat de 5 ans. Il y a 28 commissaires, je reviendrai là-dessus. 28 commissaires qui ne représentent pas leur état de nationalité. Il faut quand même le rappeler, parce que tous les États ne sont pas intimement persuadés que le commissaire qui a leur nationalité n'est pas leur commissaire, n'est pas leur représentant au sein de la Commission, mais tous les commissaires sont là pour œuvrer collectivement à l'intérêt général de l'Union. Ils ne sont pas là pour représenter leur État membre. La Commission fonctionne comme collège avec un président, et on verra les évolutions depuis les dernières élections au Parlement européen et depuis la désignation de la dernière commission. Chaque commissaire a la responsabilité de domaine politique, et on verra aussi qu'il y a des changements, mais il faut quand même se souvenir que le principe fondamental qui régit le fonctionnement de la commission, c'est le principe de collégialité. Moi, il y a 10 ans, je faisais des bonds de mécontentement chaque fois qu'on parlait de la directive Bolkestein, la fameuse directive sur les services à l'intérieur de l'Union européenne, comme si M. Bolkestein était le seul à avoir imaginé ce projet, comme si ce n'était pas un projet qui était porté par l'ensemble de la Commission, et de surcroît quand même dans des circonstances assez particulières, parce qu'on parlait de la directive Bolkestein, alors que ce projet avait bien été initié par le commissaire néerlandais, M. Bolkestein, mais ce projet avait été repris à son compte par la commission
qui avait été nommée après les élections de 2004 et qui était une commission dans laquelle M. Bolkestein n'était même plus commissaire. Et donc, on voit bien que c'est la commission qui avait succédé à la commission, à l'époque c'était la commission, c'est la commission Prodi qui avait, non c'était la commission Barazoa qui avait succédé à la commission Prodi, qui avait repris à son compte ce projet, et donc on a gardé cette étiquette de directive Bolkestein, alors que ce n'était qu'un projet qui a été fort changé par les co-législateurs et que M. Bolkestein, finalement, n'était même plus dans l'équipe qui a défendu le projet par la suite. Comme le plan Watley. Peut-être, on peut. Le décor étant planté, je crois que comme c'était la toute première séance du cycle, c'était indispensable de planter très rapidement le décor. J'en viens au vif du sujet, l'évolution des relations interinstitutionnelles. Et en fait, l'évolution des relations interinstitutionnelles s'est passée d'un binôme ou d'un couple, vous pouvez utiliser l'expression que vous voulez, conseil-commission, à un quadrilatère que certains appellent trapèze, parce qu'il y a un certain déséquilibre entre les quatre pôles de ce quadrilatère qui associe les quatre institutions politiques de l'Union. C'est une pièce en 2 actes. Pas 3, je suis désolée, ce n'est pas la classique, mais c'est une pièce en 2 actes. Peut-être est-on en train de voir un 3e acte tout doucement se mettre en place, on peut se poser la question. Le premier acte, c'est la naissance du triangle institutionnel par la montée en puissance du Parlement européen. En effet, le schéma institutionnel de départ pouvait se décrire d'une manière extrêmement simple. La Commission propose, le Conseil dispose. C'est pour ça qu'on parlait d'un couple ou d'un binôme. Le Parlement européen était réduit à la portion congrue. Il en était réduit à s'exprimer à titre purement consultatif et encore pas du tout d'une manière généralisée. Il y avait des domaines, comme par exemple la politique commerciale commune, dans lesquels il n'était même pas consulté. Le Parlement européen, avant même son élection au suffrage universel qui remonte à 1979, n'a eu de cesse que de s'affirmer comme devant être un acteur fondamental du système institutionnel, et c'est par les pouvoirs budgétaires qu'il a commencé. Passer par le pouvoir budgétaire était finalement assez logique, parce que pendant toute une première phase, qui a été jusqu'au milieu des années 70, la communauté était financée par des contributions nationales. Et qui disait contribution nationale disait contrôle politique par les parlements nationaux. À partir du moment où on mettait en place un système de ressources propres de l'Union et donc que l'on supprimait le contrôle politique des parlements nationaux, le Parlement européen a estimé qu'il devait prendre le relais des parlements nationaux, et donc il partage déjà depuis 1970 et surtout depuis 1974 le pouvoir budgétaire avec le Conseil. Et d'ailleurs, ces premiers pouvoirs reconnus au Parlement européen coïncident avec l'apparition du Conseil européen, puisqu'il a fallu donner des garanties aux États que le Parlement européen n'allait pas monopoliser le pouvoir. Alors, on a tendance à toujours dire que les pouvoirs du Parlement européen, les pouvoirs budgétaires du Parlement européen sont des pouvoirs particulièrement importants, et ce, surtout depuis le traité de Lisbonne.
affirmation à nuancer sensiblement, je crois. C'est vrai que depuis le traité de Lisbonne, le vote du budget de l'Union se fait en totale codécision entre le Parlement européen et le Conseil. Mais le budget de l'Union, c'est essentiellement la détermination des dépenses de l'Union. Et donc, l'autorité budgétaire sur les dépenses est partagée à parts égales entre le Parlement européen et le Conseil. Et même, depuis le traité de Lisbonne, c'est une véritable codécision de ces deux acteurs. Depuis le traité de Lisbonne aussi, les perspectives financières à long terme, ce qui remplace les anciens accords interinstitutionnels, se fait aussi avec l'approbation du Parlement européen. Donc, on pourrait dire, mais finalement, le Parlement européen a des pouvoirs budgétaires très importants. Sauf qu'il faut quand même mentionner que l'Union européenne travaille dans un budget fermé, parce que l'Union européenne n'a pas de capacité d'emprunt, et que donc ce qui détermine les dépenses ou les possibilités de dépenses de l'Union européenne, ce sont ses ressources. Or, le mécanisme des ressources propres de l'Union européenne est encore un mécanisme dans lequel seul le Conseil décide et quels sont les acteurs politiques démocratiques qui sont appelés à donner leur accord sur la décision adoptée à l'unanimité par le Conseil, ce sont les parlements nationaux et non pas le Parlement européen. Donc, c'est vrai que le Parlement européen est autorité budgétaire, mais néanmoins, et j'en reparlerai un peu plus tard quand je parlerai de la montée en puissance du Conseil européen, le rôle du Parlement européen se limite en définitive à faire des équilibrages politiques, des priorités politiques entre différents types de dépenses, mais dans une enveloppe fermée sur laquelle il n'a absolument pas de prise. Seul le Conseil et les parlements nationaux ont prise sur le volume des recettes disponibles pour l'Union européenne. En matière législative, l'évolution est aussi très importante puisque le Parlement européen est passé d'une simple consultation à la codécision. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Il y a eu une consultation améliorée par l'acte unique européen, mais je vous épargne cette étape-là. L'étape la plus importante, c'est le traité de Maastricht, signé en 1992, entré en vigueur en 1993, qui, pour la première fois, accorde au Parlement européen de véritables pouvoirs législatifs avec la procédure de codécision. Mais cette entrée en lice a été une entrée en lice finalement très prudente. D'abord, dans un premier temps, les auteurs des traités ont été très réticents, n'ont pas voulu mettre véritablement sur un pied d'égalité les deux colégislateurs. Il fallait toujours donner le dernier mot, même d'une manière parfois très alambiquée et très compliquée, au Conseil. Le Parlement européen n'était pas tout à fait traité de la même manière que le Conseil, mais ça, c'était peut-être plus symbolique qu'autre chose. Mais surtout, quand on regardait les matières qu'on avait fait passer à la codécision par le traité de Maastricht, c'était essentiellement la mise en œuvre du marché intérieur. Or, chacun sait que la mise en œuvre du marché intérieur, sa grande actualité a été au lendemain de l'acte unique européen. C'était même l'objet principal de l'acte unique européen. Donc, quand on a donné ces premiers pouvoirs de codécision au Parlement européen, c'était dans une matière dans laquelle on avait déjà légiféré à plus de 90%, et donc il ne restait plus beaucoup de sujets à traiter. Mais on peut se dire que c'était un ballon d'essai, fait d'une manière prudente. On a vu que cela fonctionnait, et donc le traité d'Amsterdam a pu étendre la codécision et mettre sur un pied d'égalité les deux branches du législatif.
Et le traité de Lisbonne vient parachever l'évolution en affirmant de manière tout à fait solennelle que le Parlement exerce conjointement avec le Conseil la fonction législative. Je voudrais quand même attirer votre attention sur ce qu'on peut considérer soit comme un succès, soit comme une dérive de la procédure législative ordinaire, qui est le succès de plus en plus flagrant des accords précoces entre les deux colégislateurs au stade même de la première lecture. Normalement, la procédure législative ordinaire, anciennement appelée codécision, est un parcours de lecture avec des navettes entre les deux colégislateurs, mais la réalité politique est que plus de 80% des textes législatifs font en réalité l'objet d'accords informels négociés entre la présidence du Conseil et les principaux groupes politiques au sein du Parlement européen, et que donc, en réalité, il n'y a que 20% des cas dans lesquels on en arrive à devoir passer à une deuxième lecture, éventuellement une conciliation. Dans l'immense majorité des cas, les deux branches du colégislateur s'arrangent à travers ce qu'on appelle les trilogues menés sous l'égide de la Commission européenne. Alors je dis, c'est le signe d'une très grande efficacité. Ce n'est peut-être pas le signe, mais là il faudra sans doute poser la question et voir ce que M. Louis Michel en pense. Ce n'est peut-être pas un signe de démocratie très vivante au sein du Parlement européen. Et d'ailleurs, mais là, je pense que c'est un sujet que devra aborder M. Louis Michel, Olivier Costa et Mario il écrit toujours avec Amandine, non, c'est pas Amandine Crespi, Olivier Costa écrit toujours avec une de ses assistantes, dont le nom va me revenir une fois que je n'y pense. Oui. Voilà, merci. Ils viennent de publier au Collège d'Europe une étude assez édifiante sur la manière dont le Parlement européen s'est adapté à ces nouveaux pouvoirs, dans lesquels ils dénoncent un manque de démocratie interne au sein du Parlement européen, avec l'accent mis sur le rôle des présidents de groupe et sur le fait que les petites formations politiques n'ont pas toujours l'occasion de s'exprimer et que finalement c'est une assemblée qui est moins démocratique que les assemblées délibérantes nationales. Je leur laisse cette analyse. Je crois aussi que ce sera une question qui sera intéressante de discuter avec Louis Michel, qui a son expérience de parlementaire et de ministre national, qui a l'expérience de l'ancien Parlement et du nouveau Parlement. Je trouve que c'est une question, mais qui est intéressante en termes d'évolution. Le Parlement européen, mais là je vais aller très vite, joue aussi un rôle, mais c'est quand même important à rappeler parce que ça m'amènera à la montée en puissance du Conseil européen et aux conséquences pour le Parlement européen par la suite. Le Parlement européen a également un rôle important de contrôle. D'abord, et on y reviendra assez longuement, il joue un rôle clé dans la désignation de la Commission et surtout de son président, ce qui a été une des très grandes innovations de l'année 2014, sur lesquelles on devra réfléchir ensemble tout à l'heure. Et il a des pouvoirs de contrôle, mais qui visent pour essentiel la Commission. Et donc, plus la Commission est forte, plus le rôle de contrôle du Parlement européen est fort, moins la Commission est forte. Par répercussion, on peut aussi dire que l'influence politique du Parlement européen, qui s'exerce essentiellement sur la Commission, s'en trouve également réduite. Pour ça, il peut poser des questions à la Commission, au Conseil. Je reviendrai sur ses relations avec le Conseil européen un peu plus tard. Il peut recevoir des pétitions. Il peut constituer des commissions d'enquête. Enfin, l'actualité toute récente nous montre que ce n'est pas si facile de décider de constituer une commission d'enquête, puisqu'il y avait une demande de constitution
d'une commission d'enquête sur le LuxLeaks, mais ça s'est finalement transformé en simple commission classique, comme il y en avait eu après l'affaire de la vache folle ou autre. La majorité parlementaire au sein du Parlement européen n'a pas voulu d'une commission d'enquête, mais la possibilité existe. Ça a été très rare d'ailleurs que le Parlement européen arrive à mettre sur place une commission. Le Parlement européen peut, est-ce que je devrais dire pourrait, aussi adopter une motion de censure. Ça ne s'est jamais passé. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles ça ne s'est jamais passé, c'est que la motion de censure impose une démission en bloc de la commission. Or, la composition politique de la commission est une composition politique qui correspond très largement à la composition des grands groupes politiques qui soutiennent cette commission. Et on voit mal le PPE voter une motion de censure à l'égard d'une commission dans laquelle il y a des commissaires PPE, idem pour les socialistes, etc. Donc, finalement, certains ont dit que c'était un pouvoir fondamental, d'autant plus que le Parlement européen qui peut voter une motion de censure. Il n'y a pas la réponse du berger à la bergère qu'on a au plan interne, qui est la possibilité de dissoudre le Parlement européen. Donc certains ont dit que le Parlement européen avait un pouvoir politique sur la Commission beaucoup plus grand qu'un Parlement national sur un gouvernement national, mais c'est oublier la réalité politique qui fait que jamais de toute son histoire, le Parlement européen ne l'a utilisé. Alors vous allez me rétorquer, et le cas de la Commission Santer, c'est vrai, la Commission Santer, voyant venir le risque concret d'une censure, a préféré démissionner avant. Et donc, du coup, évidemment, on ne sait pas si cette motion de censure aurait eu... Ils ont eu suffisamment peur du risque que pour finalement prendre les devants et démissionner eux-mêmes. C'est peut-être dommage pour l'observateur parce qu'on n'a pas pu voir dans la réalité si les équilibres politiques auraient empêché un vote, puisqu'ils ont finalement décidé de ne pas prendre le risque. Finalement, on a parfois tendance à l'oublier, bien que le Parlement européen ait tenu à le rappeler haut et fort depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Parlement européen a des pouvoirs accrus dans le domaine de la conclusion des accords internationaux. Seuls les accords relevant exclusivement de la PESC, et la Cour de justice a tenu dans un arrêt récent à dire que exclusivement, c'était vraiment exclusivement, ne peuvent pas être soumis à son avis, et le Parlement européen doit donner son approbation à un nombre croissant d'accords internationaux conclus par l'Union européenne. Ça a conduit au rejet par le Parlement européen de l'accord SWIFT avec les États-Unis en matière de transfert de données. Ça a aussi conduit au rejet de la prorogation de l'accord de pêche avec le Maroc, mais ça a encore conduit au rejet d'un accord, l'accord ACTA, sur les problèmes de propriété intellectuelle. Et il ne fait aucun doute que l'accord transatlantique avec les États-Unis donnera lieu à des débats extrêmement nourris et complexes au sein du Parlement européen, dont il n'est pas certain qu'il sortira tout à fait indemne. Donc, ce pouvoir est incontestablement un des pouvoirs les plus importants, mais là, je ne vais peut-être pas trop empiéter sur un sujet qui relève des relations extérieures, mais c'est vrai que dans l'évolution des relations extérieures de l'Union, il y a ce rôle beaucoup plus important que joue le Parlement européen incontestable. Voilà la fin du premier acte. Le binôme, le couple s'est transformé en triangle. Mais le deuxième acte nous mène du triangle au trapèze. Alors, est-ce qu'il nous mène du triangle au trapèze ou est-ce qu'on a surtout voulu mettre l'accent sur l'apparition du triangle alors que le trapèze était déjà en formation depuis des années? Mais en tout cas, il est un fait que l'expression
trapèze, quadrilatère, quadrangle, enfin bon, il y a, la doctrine s'est bien amusée par rapport à, cet objet à quatre côtés. Et c'est vrai que chacune des expressions utilisées n'est pas totalement neutre. Et ça, pourquoi parle-t-on de l'apparition d'un trapèze? Et M. de Choutet aura l'occasion longuement de revenir là-dessus parce que je ne peux que pointer certains éléments. C'est parce que le Conseil européen, excusez-moi, vous voyez comme on fait, j'ai fait ces transparents extrêmement vite et je vois qu'il y a un mot qui est, c'est évidemment pas le Conseil, c'est le Conseil européen, a tendance à devenir l'institution prééminente de l'architecture institutionnelle. Pour comprendre ce phénomène, il est malgré tout intéressant de revenir brièvement aux fonctions que devrait normalement exercer le Conseil européen. Le Conseil européen, sa mission principale depuis l'origine, c'est de donner à l'Union les impulsions nécessaires à son développement et définir les orientations et les priorités politiques générales de l'Union. Une deuxième mission que vous ne retrouvez pas dans les traités, mais que la pratique a dégagée assez rapidement, c'est la mission de débloquer des situations de crise quand le Conseil n'y arrive pas. Avec le traité de Lisbonne, en même temps qu'il s'est vu reconnaître le statut d'institution, le Conseil européen s'est vu aussi reconnaître un véritable pouvoir de décision juridique. Il nomme son propre président. Il propose le président de la Commission, comme on va le voir. Si un État doit intégrer la zone euro, c'est une décision du Conseil européen. Si un jour un État devait se voir sanctionné par une suspension de ses droits parce qu'il viole de manière grave et manifeste les droits et libertés fondamentales, c'est encore une décision du Conseil européen. Des clauses passerelles pour augmenter le périmètre de la procédure législative ordinaire, c'est encore le Parlement européen. La seule modification du traité qui est intervenue depuis le traité de Lisbonne, qui est l'introduction d'une disposition destinée à rendre compatible ou à assurer plus exactement la compatibilité avec les traités de la création du mécanisme européen de stabilité qui doit venir en aide aux États de la zone euro qui connaîtraient des difficultés majeures, c'est encore par le biais d'une décision du Conseil européen. Donc le Conseil européen, qui jusqu'au traité de Lisbonne n'était qu'une instance politique sans capacité de décision juridique, a maintenant la capacité d'adopter des véritables décisions juridiques. Sans doute parce qu'il y avait déjà le pressentiment de cette montée en puissance du Conseil européen, le traité de Lisbonne a néanmoins entendu affirmer que le Conseil européen ne pouvait pas se substituer au triangle institutionnel de décision et notamment qu'il ne pouvait pas exercer de fonctions législatives. Ça, c'est la théorie. Monsieur de Choutet vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Dans les faits, ce à quoi on assiste depuis quelques années, et le phénomène s'est accentué, c'est d'avoir un véritable Conseil européen aux commandes. On constate en effet que, normalement, la relation entre le Conseil européen et les institutions devait être une relation bottom-up, à savoir que l'initiative, les projets venaient, dans le cadre des grandes orientations générales des institutions, remontaient au Conseil européen et puis repartaient vers les institutions. On voit de plus en plus un processus top-down, à savoir que c'est le Conseil européen qui prend l'initiative, qui donne le là, et puis qui finalement distribue le travail à faire au niveau des institutions qui constituent le triangle institutionnel. Est-ce qu'on peut dégager quelques raisons, sans empiéter trop sur l'exposé de M. de Choutet, et vous verrez, quand vous entendrez M. de Choutet, s'il est tout à fait d'accord avec mon analyse. Moi, je vois quand même, je dirais, 3 raisons
principales. La première, c'est que, par l'autorité des membres et par le processus de désignation interne des membres qui le composent, on parle toujours de la légitimité démocratique du Parlement européen, mais le Conseil européen a également une légitimité démocratique par rapport aux États qui est très importante. Deuxième raison, la crise a fait nécessité, et face à la crise que l'Union européenne traverse depuis 2008, même si ce n'étaient pas les pouvoirs que lui donnaient les traités, les chefs d'État et de gouvernement ont, beaucoup vont dire dû, et je crois que c'est vrai, ont dû prendre personnellement la responsabilité de la gestion de la crise. Ils ont finalement dû mettre leur autorité dans la balance pour faire avancer, d'autant plus qu'on avait à faire face à des situations que les traités n'avaient pas prévues. Mais un troisième phénomène qui, je crois, n'est pas négligeable, c'est que, plus encore que n'importe quelle autre réunion des institutions de l'Union, les réunions du Conseil européen sont fortement médiatisées, et cette médiatisation donne finalement le sentiment que le Conseil européen est capable de résoudre en un temps record des crises difficiles, des questions complexes. Et ça a des conséquences. Alors, c'est certainement inévitable, mais en termes d'équilibre institutionnel, cette fois-ci, qui est vraiment le sujet que je veux plus aborder ici, ça a évidemment eu des conséquences sur le triangle institutionnel. Et je dirais, contrairement peut-être aux apparences, ce n'est sans doute pas la Commission, ce n'est pas la Commission qui a été le plus impactée. Je n'aime pas beaucoup ce terme, c'est un néologisme, mais qui en a subi les principales conséquences. C'est probablement en tout premier lieu le Conseil. Alors, en théorie, Conseil et Conseil européen jouent sur des registres différents. Au Conseil européen, le soin de définir les grandes orientations politiques, et puis le Conseil continue à construire les politiques de l'Union, en codécision d'ailleurs avec le Parlement européen. Néanmoins, le Conseil européen apparaît de plus en plus souvent comme un niveau supérieur de décision jouant au-dessus du Conseil. Je ne vais vous en donner qu'un seul exemple, le brevet européen. Accord difficile sur le brevet européen, texte approuvé par le Conseil des ministres sur la proposition de la Commission, débat qui remonte au niveau du Conseil européen, parce qu'il fallait se mettre d'accord sur les lieux de localisation de l'agence et du tribunal. À cette occasion-là, exigence du Premier ministre britannique, qui est de dire que, finalement, ce qui faisait finalement le corps de la proposition de la Commission, c'est-à-dire qu'elle allait être le contenu de protection du brevet européen, le Premier ministre britannique n'en veut pas. Et on trouve le Conseil européen recommandant au Conseil de supprimer les articles 6 à 8 de la proposition de directive de la Commission. On n'est plus à des orientations générales, le Conseil européen recommande au Conseil de... On intime une instruction, une véritable instruction. Je reviendrai sur cet exemple tout à l'heure pour le Parlement européen. Donc, il y a une certaine il y a un recul, le Conseil européen vient un peu éclipser le Conseil, et sans doute que les différentes formations du Conseil n'y sont pas pour rien. Et d'ailleurs, je parlais de médiatisation. On parle de moins en moins des réunions des différentes formations du Conseil. On se focalise beaucoup plus sur les réunions du Conseil européen. Finalement, on ne sait même presque plus quand il y a une formation du Conseil qui se réunit. Il y a encore la formation ECOFIN qui surnage parce qu'elle doit beaucoup intervenir à travers la crise, mais la plupart des autres formations du Conseil, ça se déroule dans l'indifférence de la presse et dans l'indifférence assez générale. Donc, je dirais, le Conseil européen a un peu tendance, même s'il ne peut pas être
de fonction législative à devenir un super conseil qui se réserve les dossiers les plus sensibles et laisse finalement les questions plus techniques, moins intéressantes, au vrai conseil. Je suis très cruelle là, mais je crois que même si je force un peu le trait, il y a un peu et même plus qu'un peu de ça qui se développe, mais ce n'est pas nouveau. Monsieur de Schuttet vous expliquera que c'est une évolution qui s'est accentuée ces dernières années, mais c'est un phénomène qui existe bien presque depuis la création du Conseil européen, mais comme le montrera M. de Schuttet, le fait qu'il soit maintenant officiellement devenu une institution, le fait qu'il a un président permanent qui lui donne plus d'autonomie, etc., fait que ce phénomène s'est amplifié. Contrairement aux apparences, la Commission européenne n'est peut-être pas la plus grande perdante. Certains ont tendance à voir ça, et d'autres, par contre, Nicolas Levrat a écrit il y a déjà pratiquement 10 ans un article très intéressant dans lequel il disait qu'on était peut-être en passe de voir apparaître un nouveau binôme qui serait binôme Commission-Conseil européen, qui se prendrait la place du binôme initial Conseil-Commission. C'est vrai que la Commission européenne connaît une certaine perte de vitesse, une certaine perte d'influence politique du fait du rôle d'impulsion du Conseil européen. Finalement, la Commission a toujours le monopole d'initiative, elle continue à jouer un rôle essentiel à travers ce monopole d'initiative, mais elle exerce quand même de plus en plus ce pouvoir d'initiative pour répondre à une sollicitation, à une impulsion qui vient du Conseil européen. Mais néanmoins, il y a 2 bémols par rapport à la Commission européenne. D'abord, et je vais peut-être terminer par ce dernier point, il ne faut pas oublier qu'à la différence des autres institutions, la Commission européenne participe pleinement au Conseil européen. Les chefs d'État et de gouvernement sont là. Avant, les ministres nationaux des Affaires étrangères participaient au Conseil européen et donc on pouvait dire qu'il y avait une certaine participation du Conseil. Maintenant, on voit que le Conseil des Affaires générales est censé préparer le Conseil européen, mais il ne joue pas véritablement un rôle. On verra qu'il y a un manque de dialogue flagrant, même s'il y a eu certains essais de régler la question entre le Conseil européen et le Parlement européen. La Commission est très étroitement associée aux travaux du Conseil européen, puisque son président participe aux différents sommets. Et par ailleurs, si on reprend une des raisons pour lesquelles le Conseil européen a acquis des pouvoirs importants, qui est la crise économique et financière, eh bien, dans le contexte de la crise économique et financière, et c'est d'ailleurs une critique qui est souvent faite à cette Commission européenne, la Commission européenne a acquis un pouvoir de surveillance considérable qui a été accru de manière extrêmement importante, puisque dans le cadre de la coordination des politiques économiques, et je vois Mme Gauchy qui est là, qui connaît ça certainement bien mieux que moi, mais à travers le semestre européen, à travers tous les éléments, la Commission européenne s'est vue attribuer par l'impulsion du Conseil européen des pouvoirs extrêmement importants en ce qui concerne la surveillance des politiques économiques et budgétaires des États membres. Donc, c'est vrai que la Commission peut apparaître comme ayant perdu finalement son principal rôle d'impulsion politique, mais finalement, la Commission européenne ne s'en sort pas si mal par rapport à l'apparition du Conseil européen. Il y a évidemment d'autres facteurs qui font que la Commission européenne a sans doute est une institution qui a souffert ces dernières années, notamment parce qu'elle est de plus en plus victime de ce double discours des États qui font qu'on prend des décisions à Bruxelles et puis on va dire « mais c'est la Commission européenne qui nous impose que… » Alors pendant tout un temps, la Commission européenne finalement se disait « si ça me permet de jouer mon rôle, je veux bien que les États utilisent le parapluie », mais c'est vrai que notamment maintenant, quand on voit notamment les critiques qui sont faites par rapport au pouvoir de surveillance de la Commission, les critiques nationales sont quand même un élément qui fragilise la Commission, mais ce n'est pas nécessairement l'apparition du Conseil européen qui fragilise plus particulièrement la Commission. Par contre, et peut-être d'une manière un peu paradoxale,
une des principales victimes de l'apparition du Conseil européen, c'est le Parlement européen. Pourquoi? Parce que le Parlement européen, son périmètre de pouvoir, c'est le processus législatif. Et à partir du moment où le Conseil européen a tendance à donner des instructions ou à se substituer parfois au plan strictement politique au Conseil, eh bien, ça fragilise le Parlement européen parce que le Conseil européen et le Parlement européen, en réalité, entretiennent des relations extrêmement limitées. Le Conseil européen, à la différence du Conseil, n'a pas d'obligation de tenir compte des desiderata ou des pressions du Parlement européen. Je citais tout à l'heure cet exemple de l'instruction donnée par le Conseil européen ou du Conseil européen qui recommandait au Conseil de supprimer 2 articles d'une... Dans un premier temps, le Parlement européen a menacé, dans le cadre de la procédure législative, de ne pas accepter l'accord en première lecture, de passer en deuxième lecture, et puis il a bien dû se rendre compte de ses forces internes et toute une série d'éléments, et finalement, après certaines garanties données par la présidence chypriote qui a essayé de gérer ça le mieux possible, bien, le Parlement européen a dû faire une courbe rentrante parce qu'il avait face à lui un conseil des ministres qui ne pouvaient pas faire autre chose que ce que le Conseil européen leur avait dit de faire. Et donc, si on ne voulait pas un blocage, un nouveau blocage complet d'un dossier qui attendait depuis plus de 30 ans de trouver une solution, le Parlement européen a été obligé de s'incliner. Après avoir fait des communiqués tonitruants, comme quoi cette fois-ci on verrait ce qu'on allait voir, et qu'il allait s'opposer, et qu'il allait faire entendre raison au Conseil européen, malheureusement, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, à la différence du président de la Commission européenne, le président permanent du Conseil européen n'est absolument pas responsable devant le Parlement européen. On en a eu un exemple flagrant, encore bien plus flagrant que celui que je cite maintenant, lors de l'adoption des dernières perspectives financières pour l'Union européenne. Et là, on voit effectivement la limite supplémentaire des pouvoirs du Parlement européen. Bien entendu, le Parlement européen a des pouvoirs budgétaires. Bien entendu, le Parlement européen adopte avec le Conseil les perspectives financières. Mais à partir du moment où tout s'était discuté en Conseil européen, eh bien, le Parlement européen n'a pas eu d'autre choix que de devoir s'incliner devant la volonté inflexible du Conseil européen de ne pas augmenter l'enveloppe budgétaire de l'Union européenne. Et donc, ça a été incontestablement un échec pour le Parlement européen qui avait espéré que ces nouveaux pouvoirs budgétaires et ces éléments allaient pouvoir lui donner par la bande un certain pouvoir sur le volume des ressources propres. Cette stratégie qu'il avait adoptée à certains moments, notamment en matière budgétaire, n'a pas fonctionné ici parce que, eh bien, il y avait un Conseil européen inflexible de l'autre côté. Oups, pardon. Là. Donc, on peut finalement faire un constat que cette absence de concertation entre le Parlement européen et le Conseil européen est préjudiciable à l'influence du Parlement européen et que le Parlement européen apparaît d'une certaine manière marginalisé parce qu'il n'y a pas ce véritable dialogue qui s'établit avec le Conseil européen. D'ailleurs, le Parlement européen a lui-même adopté un rapport assez dur pour le Conseil européen, mais assez lucide par rapport à son propre rôle, où il a beau reconnaître que le président du Conseil européen, bien que n'ayant aucune obligation de lui rendre des comptes, bien que n'ayant aucune obligation de venir s'exprimer devant lui, venait faire des discours, venait présenter. Il y a bien un discours du président du Parlement européen avant tout début de réunion du Conseil européen, mais on a plutôt l'impression que chacun vient faire son discours devant l'autre, qu'il écoute poliment et que ça ne débouche pas sur un véritable dialogue entre le Parlement européen et le Conseil européen, ce qui veut dire que c'est peut-être
avec le Conseil, mais d'une manière plus paradoxale ou moins souvent évoquée, une institution qui finalement a été affectée de manière très importante par la création du Conseil européen et par les pouvoirs progressifs que prend le Conseil européen. C'est d'ailleurs l'analyse que Nicolas Levrat fait dans son article dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, est-ce que finalement l'évolution du Conseil européen n'est pas un danger pour lui-même? C'est évidemment quelque chose dont M. de Schoutel vous parlera beaucoup plus. Mais est-ce que, avec l'évolution du Conseil européen, on n'en arrive pas à un Conseil européen qui est plus pompier qu'architecte, pour reprendre une expression de Jacques Delors, qui a dit « on a eu le pompier, maintenant on a eu droit au pompier, maintenant on attend les architectes ». Eh bien oui, parce qu'il y a finalement un constat à faire. Il y a de plus en plus de réunions du Conseil européen. Le Conseil européen, qui était un organe totalement informel, ce qui faisait sa force d'ailleurs depuis la création, se formalise de plus en plus, se réunit de plus en plus souvent, et donc il y a un risque qu'une certaine routine s'installe et que donc il ne soit plus cet organe d'orientation générale et d'impulsion. Et par ailleurs, c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour la crise, mais est-ce que, par son intermédiaire, les chefs d'État et de gouvernement seront vraiment capables, une fois la crise passée, de donner un nouveau souffle à la construction européenne? Bien entendu que c'est ce que j'espère, mais je crois quand même que ça mérite de poser la question. Alors maintenant, puisque c'était aussi le sujet, j'ai quand même l'abordé, est-ce qu'il y a vraiment des évolutions importantes en 2014? Oui, mais c'est plus des évolutions dans la continuité de tout ce qu'on a vu que de véritables révolutions. Première chose, 2014, ça a été l'année des élections. En ce qui concerne ces élections, je crois que tout le monde en a parlé, les Spitzenkandidaten, la principale innovation de ces élections, ou en tout cas, c'était le slogan même du Parlement européen, « This time, it's different ». Cette fois, c'est différent. Et sur quoi ont-ils basé tout leur discours que cette fois, c'est différent? C'est par le lien qu'ils ont voulu établir entre les élections européennes et la désignation du président de la Commission. En effet, les 5 plus grands groupes politiques, enfin, peut-être pas les plus grands, en tout cas ceux qui ne se déclarent pas ouvertement eurosceptiques, disons plutôt comme ça, ont choisi de désigner leur candidat. C'est les socialistes qui ont commencé avec Martin Schulz, les libéraux ont embrayé avec Guy Verhofstadt, les Verts ont suivi avec un duo, selon leur grande tradition, un homme, une femme, Keller et José Bové. La gauche unie européenne a désigné M. Tsipras, et dernier qui a longtemps hésité, mais qui s'est finalement lancé aussi dans l'opération, le PPE avec Jean-Claude Juncker. Le but poursuivi était double. Il y avait évidemment pesé sur la personnalité du président qui allait être désigné, être élu, mais ça je vais y revenir, mais plus encore que ça, quand on relit tout ce qui a été publié à ce moment-là, c'était de politiser les élections et donc en personnalisant, en politisant, en donnant un véritable enjeu politique aux élections, de donner plus, d'insuffler plus d'intérêt pour les affaires européennes et pour les élections. Est-ce que ça a réussi? Comme vous voyez, je vois les mous. Bon, l'espoir a été déçu parce qu'effectivement, l'abstention est restée très importante, encore plus importante qu'en 2009. Par contre, sauf sans doute en Belgique, mais la Belgique est un cas tout à fait particulier. Les élections européennes en Belgique cette année ont souffert énormément du fait que tous les niveaux d'élection étaient au même moment. Alors qu'habituellement, les élections européennes sont l'objet de débats européens assez
assez intéressant en Belgique, cette année, enfin l'année passée, on doit bien reconnaître que tout a été monopolisé, polarisé au plan médiatique, au plan politique par les élections législatives et les élections régionales. Donc, finalement, pas vraiment de succès. Ça n'a pas été le cas en Belgique. Par contre, on a quand même pu constater, les eurobaromètres l'ont montré, qu'effectivement, le débat public dans beaucoup d'États membres, a plus porté sur les questions européennes et a été de plus grande qualité que par le passé. Mais malgré tout, ça n'a pas endigué ce phénomène d'abstention. Les résultats des élections sont par contre quand même un peu inquiétants, même s'il faut les relativiser. Voilà. En style télégraphique, mais ça, je crois que M. Louis Michel en parlera beaucoup plus. La gauche unie européenne, les eurosceptiques ont monté en puissance. Il y a eu quand même des résultats qui ne sont pas brillants, ni pour les Verts, ni pour les PPE, ni pour les libéraux. Les socialistes s'en sont moins mal sortis. Néanmoins, le Parlement européen reste quand même globalement un Parlement européen qui est avec une majorité de partis pro-européens. Voilà les résultats, vous les aurez sur... hein. Alors, je dirais juste un petit mot de ce nombre particulièrement impressionnant de non-inscrits, mais ça s'explique par le fait que l'extrême droite n'a pas réussi à former un groupe politique et que donc ils se retrouvent tous dans les non-inscrits et il pourrait y avoir des évolutions. Ça, c'est toujours des questions parce que pour le moment, ce n'est pas comme ça, mais ça peut toujours évoluer. Dans les évolutions, une question que je pose. Est-ce que l'élection de Jean-Claude Juncker comme président de la Commission européenne pourrait être le signe d'un nouvel équilibre entre le Conseil européen et le Parlement européen? En effet, il y a de nouvelles règles depuis le traité de Lisbonne qui n'ont pu être mises en application que maintenant, puisque le traité de Lisbonne n'est pas entré en vigueur à temps pour les élections de 2009. Et vous avez là le texte tel qu'il est rédigé, et vous remarquerez que c'est un texte d'une très grande prudence, puisque, en tenant compte des élections au Parlement européen, après avoir procédé aux consultations appropriées, le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, c'est important, parce qu'on va voir que ça a joué beaucoup ici, propose au Parlement européen un candidat à la fonction de président de la Commission, et ce candidat est élu par le Parlement. Donc, c'est dans ce contexte-là que les 5 groupes politiques, les 5 partis politiques ont présenté leur candidat à la présidence de la Commission européenne. Le texte est volontairement, je crois, en tout cas, conserve volontairement quelques zones d'ombre. Et ce n'est pas anodin, ce n'est pas, je pense que ça a été voulu. Il a fallu trouver un équilibre entre le Conseil européen et le Parlement européen. Et donc, juridiquement, le texte n'imposait absolument pas au Conseil européen de choisir un des 5 candidats qui avaient émergé des 5 partis politiques qui avaient décidé de les présenter. Il l'a quand même fait. Oui, justement. C'est pour ça que je parle de nouvel équilibre avec une question. Il est juste tenu de proposer un candidat qui soit représentatif d'une majorité politique au sein du nouveau Parlement européen, puisque il faut que le candidat qu'il propose soit élu par une majorité des membres du Parlement européen. Donc, le Conseil européen n'avait pas l'obligation juridique de s'aligner
sur la demande que les présidents des groupes politiques de l'ancien Parlement ont fait le lendemain des élections en demandant au président du Conseil européen de soutenir ou de présenter au Conseil européen M. Juncker. D'ailleurs, le Conseil européen a commencé par une phase d'hésitation. Le point a été abordé dans un Conseil européen où on a rappelé, et je pense que voilà, c'est un équilibre des pouvoirs. Si le Conseil européen ne s'est pas prononcé tout de suite, c'est pour bien rappeler que c'était à lui de proposer un président de la Commission européenne et qui n'allait pas se laisser dicter sa loi par le Parlement européen. Néanmoins, après certaines hésitations, même s'il n'en avait pas l'obligation, et même si ce n'était pas dans un très grand enthousiasme, le Conseil européen a finalement décidé de proposer la candidature de M. Juncker. Cette décision a été prise à la majorité qualifiée, avec 2 pays qui ont marqué leur opposition. Ça mérite d'être souligné, parce que c'était quand même la 3e fois que le Royaume-Uni tentait de poser son veto à la désignation d'un président de la Commission européenne, et jusque-là, ça avait chaque fois marché. Alors même que les textes, déjà à l'époque, permettaient celui qu'on appelait à l'époque Conseil réuni au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Enfin, non, la première fois, c'était impossible de s'y opposer puisque c'était une décision unanime des États. La 2e fois, on aurait pu s'y opposer, mais il n'y a pas eu le courage politique de s'opposer au Royaume-Uni. Donc, c'est la première fois que le veto britannique, mais que finalement, les menaces des Britanniques ne font pas reculer les autres. Enfin bon, on a quand même donné certaines garanties, puisqu'on a sorti ça d'un agenda politique. On a aussi dit qu'on allait réfléchir à la manière dont on allait procéder à la nomination la prochaine fois. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer finalement la position du Conseil européen? D'abord, parce qu'il y a eu une très grande unanimité, en tout cas des grands groupes politiques au sein du Parlement européen. Et on aurait pu imaginer que les socialistes, qui étaient ceux qui s'en étaient les moins mal sortis des grands groupes politiques, disent, mais finalement, ce ne serait pas illégitime que nous ayons finalement, que ce soit nous qui passions en tête. Et c'est ce qui explique, c'est finalement ces arrangements entre groupes politiques qui expliquent que M. Schulz a été réélu président du Parlement européen. Il y avait aussi le fait que, avec tout ce que je vous ai dit du manque de dialogue entre le Parlement européen et le Conseil européen, la grande majorité des membres du Conseil européen n'avaient pas envie de commencer ces relations avec le nouveau Parlement européen par un tout premier clash. Alors qu'il y avait eu ce rapport très critique de l'ancien Parlement européen sur le manque de dialogue et sur le manque de concertation et le manque d'écoute du Conseil européen par rapport au Parlement européen. Et il y a évidemment l'appui de Mme Merkel qui a été prépondérant. Mais du coup, évidemment, on aurait pu se dire, mais si par exemple ça avait été M. Schulz, c'est que Mme Merkel ne voulait absolument pas de M. Schulz, d'autant plus que si c'est M. Schulz, puisque c'est un commissaire par État membre, ça voulait dire qu'elle se voyait imposer comme membre de la Commission, de surcroît président, quelqu'un qu'elle ne voulait pas. Est-ce qu'on aurait été dans la même chose? Il y a eu une réunion très intéressante des principaux think tanks à Bruxelles récemment qui ont essayé d'évaluer. Et la conclusion générale à laquelle on arrive, c'est que oui, c'est effectivement un succès du Parlement européen, incontestablement, mais une hirondelle ne fait pas le printemps, et ce n'est pas parce que cette fois-ci, ça a fonctionné que ça restera toujours payant à l'avenir. C'est en tout cas à consolider.
Alors, pour la composition de la Commission, là, le Parlement européen a quand même moins de pouvoir, direct en tout cas. Là, c'est le président de la Commission qui a un rôle prépondérant, mais il ne faut quand même pas oublier que ce sont les États qui continuent à faire les propositions. Mais on pourrait imaginer qu'il a un droit de veto. En tout cas, il ne l'a pas exercé, mais il a quand même essayé d'influencer. Il a notamment très fortement insisté sur la nécessité que les États présentent un petit peu plus de femmes que ce qu'ils n'avaient fait à l'origine. Théoriquement, les États proposent des noms, mais c'est le président qui répartit les portefeuilles. Dans les faits, il ne faut pas être naïf. Les deux opérations sont intimement liées, voire télescopées, parce qu'un État va proposer quelqu'un, mais à la condition qu'il ait un poste intéressant, et de même, on a vu le président faire miroiter, si vous me proposez une femme, je lui donnerai un poste plus intéressant que si vous me proposez le énième homme, alors que j'ai déjà trop d'hommes dans ma. Constat qui a été fait, la nouvelle commission de M. Juncker est sans doute la commission la plus politique qui ait jamais existé, puisqu'il y a 5 anciens premiers ministres, 4 anciens vice-premiers, 19 anciens ministres, 7 anciens commissaires, 8 anciens membres du Parlement européen. Donc, vraiment, une commission extrêmement politique. Ça suscite des débats. Et vous allez en penser ce que vous voulez, parce qu'en fait, il y a pratiquement deux opinions diamétralement opposées, ou peut-être pas toujours, qui sont là. D'abord, certains s'en réjouissent en disant que jusqu'à présent, la Commission a toujours été enfermée dans un rôle, dans une apparente neutralité politique, mais que ça, c'était une arme à double tranchant, parce que bien sûr, ça présente l'avantage que comme c'est une commission apolitique, elle défend l'intérêt général, mais ça a l'inconvénient que ça lui donne une image qui colle à sa peau d'institution technocratique qui est déconnectée des réalités. Et donc, certains disent, le fait qu'il y ait une plus grande politisation, notamment par une intervention plus importante du Parlement européen, ça a du bon. D'un autre côté, il y a quand même un constat, c'est que, avec toutes ces personnalités qui viennent directement des mondes politiques nationaux, la Commission n'est-elle pas en train de se transformer en un conseil bis, plutôt qu'un véritable organe indépendant? C'est une critique qui a été faite. Est-ce que, malgré tout, il n'y a pas d'arrière-pensée dans le chef de tous ces États qui se sont dépossédés de personnalités politiques de premier plan? Est-ce que ce n'est quand même pas parce qu'ils espèrent en retour qu'une commission soit finalement, que les personnes qu'ils ont envoyées à la commission soient sensibles à leurs intérêts, qu'ils soient plus à l'écoute que d'autres? Voilà, il y a du pour, du contre. Bon, on peut imaginer une plus grande politisation qui ne passe pas par des personnalités politiques de ce type-là. Il y a vraiment pas mal de choses à discuter par rapport à ça. Un mot très bref des auditions, parce que, une fois de plus, c'est une baudruche qui s'est dégonflée. C'est très triste à dire, mais c'est comme ça. Et ça, je dirais même, c'est un peu dommage de constater qu'en 2004, le Parlement européen a vraiment pris son rôle très au sérieux, et il y a eu beaucoup de discussions, et beaucoup de candidats commissaires se sont sentis un peu sur la sellette. En 2009, ça a déjà été beaucoup plus discret. Le phénomène de neutralisation des grands groupes a commencé déjà à faire ses effets en 2009. Mais alors, cette fois-ci, en 2014, ça a vraiment joué à plein. Quand M. Moscovici se faisait critiquer,
immédiatement le PPE, le PPE espagnol qui était, on sortait, et comme ça. Et donc finalement, d'ailleurs, c'est Elisabeth Guigou qui a parlé de l'équilibre de la terreur au sein du Parlement européen en disant que voilà, finalement, personne n'a rien voulu faire. Et finalement, on se dit, les auditions qui vont donner un rôle important au Parlement européen sur la composition de la Commission, à quoi est-ce qu'on aboutit? À ce que finalement, une seule commissaire ait été mise en cause. Certains ont dit, voilà l'iphigénie de la Commission. Bon, mais c'était une vie... c'est vrai qu'elle avait... elle n'était soutenue... C'était une libérale. Donc, finalement, les libéraux n'étaient pas aussi indispensables dans tous ces éléments. Elle n'était plus soutenue par son gouvernement, puisqu'elle s'était autodésignée avant de devoir passer le relais à un nouveau gouvernement. Et donc, c'était finalement la victime facile qui permettait au Parlement européen de dire qu'il avait bien qu'il avait bien fait son travail et qu'on n'avait pas accepté la commission telle qu'elle était proposée. Et ça, alors même qu'il y avait eu pas mal de questionnements sur de qui était à quel poste. Certains ont parlé des loups dans la bergerie, mais d'autres ont dit que les braconniers sont les meilleurs gendarmes. Enfin, toutes les expressions ont été utilisées. Mais voilà, en tout cas, on constate que il y a eu beaucoup de questions au cours des auditions, mais finalement, ça n'a débouché pratiquement sur rien. 2 derniers points. Mais 3 tout très brièvement, comme ça on laissera le temps aux questions, mais c'est vrai qu'on a commencé avec un peu de retard. Il faut quand même se dire que, outre la désignation de la commission, on a eu une occasion manquée, et on peut le regretter, parce que le traité de Lisbonne avait prévu que le nombre de membres de la commission serait réduit à 2/3 des nombres d'États membres. Puis il y a eu, alors ça, des avantages. Les avantages, je crois, sont vraiment très importants. Un collège plus resserré et plus efficace et une meilleure capacité décisionnelle. Et par ailleurs, cette espèce de tendance à avoir un conseil bis sera évidemment beaucoup plus évitée si on n'a plus un commissaire de chaque État membre. Et puis aussi, certains reprochent à la Commission toute cette présence. C'est vrai qu'évidemment, comme tous les États y sont, les petits États, ça donne finalement énormément de commissaires issus de petits États, et ce à quoi on dit, mais ce n'est pas des représentants des petits États. Évidemment, l'inconvénient, ce sur quoi tout le monde a assisté, oui, mais est-ce qu'on va s'approprier la Commission si on n'a plus un de ces nationaux dans la Commission? Toujours est-il qu'il y a eu le non au référendum, non au traité de Lisbonne, au référendum en Irlande, et il s'est avéré qu'une des préoccupations de la population irlandaise était cette disparition de cette nouvelle règle. Alors, si on avait été un tant soit peu sérieux, on aurait expliqué à l'Irlande qu'elle aurait mieux fait de bien lire le traité de Nice et qu'en réalité, la réduction du nombre de commissaires, ça se trouvait dans le traité de Nice et que donc, ce n'était pas une innovation du traité de Lisbonne. Mais il faut quand même se rendre compte que finalement, ça a été le bon prétexte pour tout le monde, pour ne pas appliquer une règle que finalement la plupart des États ne voulaient pas. Et donc, le Conseil européen s'est empressé de s'engager à modifier ces règles, ce qu'il a fait en 2013. Il a effectivement adopté une règle. La nouvelle commission compte donc 28 commissaires, comme je l'ai dit au début de l'exposé. Ce n'est pas nécessairement très propice à avoir une commission vraiment porteuse d'initiatives politiques fortes. Seule bonne nouvelle, le Conseil européen peut défaire ce qu'il a fait, et donc le Conseil européen pourrait réintroduire la règle des 2/3 ou encore une autre règle. C'est probablement cet état de fait et ce risque de paralysie de la Commission qui explique cette nouvelle structure que
que le président de la commission, Juncker, a mis en place, avec finalement d'abord 3 super vice-présidents, la haute représentante dont je dirai un mot très brièvement tout de suite, le premier vice-président bras droit que M. Juncker a même appelé Premier ministre, qui est son Premier ministre, qui a autorité sur tous les commissaires, qui doit donner le feu vert à toutes les propositions émanant de la Commission. Une administratrice générale, c'est toujours l'expression de M. Juncker, c'est-à-dire la vice-présidente au budget et aux ressources humaines, et puis 4 clusters, avec chaque fois à leur tête un vice-président, marché intérieur, énergie, euro et dialogue social. Ce n'est pas neutre de voir d'ailleurs qu'on a mis euro et dialogue social, c'est quand même, et je pense que c'est quelque chose dont Mme Rodriguez pourra parler, de voir mis ensemble, et puis croissance, investissement et compétitivité. Alors c'est une manière de faire en sorte que tous les commissaires n'aient pas nécessairement un portefeuille spécifique, mais sans arriver à cette idée des commissaires juniors qui seraient sans portefeuille ou qui n'auraient pas les mêmes droits de participation au collège que les autres. Encore 2 très brèves choses. D'abord, des changements dont on espère beaucoup, mais là je pense que Mario Tello pourra en dire plus quand il en parlera, c'est quand même que l'intégration de Mme Mogherini, la nouvelle haute représentante dans la Commission, est beaucoup plus forte que celle de Mme Ashton, de Lady Ashton. Déjà, elle est physiquement dans les locaux de la Commission. Elle a un cabinet comme les autres commissaires, alors que Mme Ashton se reposait uniquement sur le service d'action extérieure. Elle s'est engagée à tenir au moins 1 fois par mois une réunion de coordination. Et donc, on voit une haute représentante avec une double casquette qui tend à équilibrer les 2 casquettes et ne pas uniquement se focaliser sur le Conseil. C'est évidemment encore fort tôt pour pouvoir en tirer des conclusions. Pour terminer, une dernière réforme dont on a moins parlé, mais qui est aussi entrée en vigueur en 2014, c'est la première révolution, parce que le terme la révolution n'est pas trop faible, ni trop fort, surtout pas dehors, du vote à la majorité qualifiée depuis que ce vote a été introduit. Le système de majorité qualifiée qui prévalait jusqu'à l'entrée en vigueur de cette réforme était un système horriblement compliqué où chaque État se voyait attribuer des voix. Moi, ça me faisait parfois penser au concours d'Eurovision, Belgium 6 points, Netherlands 7 points, et chacun avait son... Et puis, on faisait, et le calcul des voix attribuées à chaque État faisait l'objet d'un véritable marchandage, pire que dans un souk, pour savoir, moi j'aurai une voix de plus, une voix de moins, etc. Système peu représentatif, peu démocratique et peu compréhensible qui a vécu. Enfin, je vais vous dire quand même tout ça, une toute petite nuance pour terminer. Désormais, on a remplacé ce système compliqué par un système beaucoup plus simple, de double majorité, 55% des États, représentant 65% de la population. Il faut quand même se rendre compte, et on va sans doute s'en rendre compte dans les mois et surtout les mois qui viennent, ça modifie évidemment de manière très importante les rapports de force, puisque on sait qu'à travers le système de pondération des voix, il y avait des États qui étaient particulièrement bien servis au Conseil, et d'ailleurs l'exemple de l'Espagne et de la Pologne, qui avait presque autant de voix que la France et l'Allemagne, enfin que les 4 grands traditionnels, alors que si on accumulait leurs populations respectives, on arrivait juste à la population de l'Allemagne. C'est vrai qu'il y a, en fait, plusieurs projections ont été faites, et il apparaît qu'il y a d'une part le poids des grands pays qui s'accroît, incontestablement, mais aussi le poids des très petits pays,
puisqu'il faut une double majorité. Et c'est un peu ce qu'il y a à l'intermédiaire qui se trouve moins important. On a quand même eu peur d'un directoire des grands pays, et surtout de l'Allemagne, puisqu'on fixe une règle selon laquelle ce qu'on appelle la minorité de blocage, c'est-à-dire ceux qui peuvent empêcher la majorité de se réunir, doivent comprendre 4 États. Donc si 3 États ensemble devaient avoir une population de plus de 45%, ce qui, si les 3 plus grands pays se mettent ensemble, pourrait éventuellement s'imaginer, ça ne sera pas suffisant. Mais je vais juste terminer, et j'en aurai fini là, par dire que c'est une réforme importante, mais que pour arracher l'accord de la Pologne, d'abord, il y a ce compromis de Ioannina bis, je vais renoncer à vous l'expliquer ici, parce que tout le monde va espérer que comme ce premier compromis, quelle idée que quand on a presque atteint la minorité de blocage, mais pas tout à fait, eh bien on va quand même forcer les autres à poursuivre le dialogue. Heureusement, ça n'avait jamais été appliqué en 1995 quand on a inventé ce compromis de Ioannina, mais on l'a réintroduit pour rassurer les États qui seraient peut-être en paix. Ce qui est peut-être plus gênant et surtout risque de rendre les choses plus compliquées, c'est que pendant une période transitoire qui va jusqu'au 31 mars 2017, on pourrait demander, n'importe quel État pourrait demander de revenir aux règles compliquées du traité de Nice s'il estime que c'est plus avantageux pour lui. Et ça, j'avoue que ça risque d'être assez compliqué à gérer parce qu'on ne sait pas très bien quel État pourrait, dans quelles circonstances, avec quelles conséquences exactes. Donc, vous voyez, en fait, c'est une évolution qui s'est déroulée sur une période de plus de 30 à 40 ans, qui connaît un certain nombre de choses maintenant. Je crois qu'effectivement, l'enjeu de l'avenir, c'est comment le Parlement européen et le Conseil européen, qui sont les 2 institutions qui ont émergé au-delà du couple initial Conseil-Commission, comment ces 2 institutions vont pouvoir trouver dans l'avenir des modalités de dialogue plus performantes que ce qu'il y a eu jusqu'à présent. Je vous remercie.